sujet et d'introduire en fait ce webinaire à quelques petites règles de bon déroulement de celui-ci qui devrait durer 1 heure. La première règle, en fait, ça va être que chaque personne qui n'intervient pas coupe son micro pour éviter que d'autres personnes entendent tout ce qui est finalement secret dans ce moment-là et que ça se passe bien pour ceux qui présentent. Si nous avons une question au moment des questions-réponses, ce qui sera bien, ça sera de lever la main en utilisant la fonction lever la main sur votre navigateur. Et vous pouvez également utiliser la conversation dans poser vos questions. Ça, ce sont pour les bonnes règles. Donc pour l'instant, je vois que tout va bien pour les micros. Sur ce webinaire, un des éléments en fait les plus importants, c'est qu'on est régulièrement confronté sur des compétitions de tout niveau et de tous ordres à des paniques de dernière minute avec soit du matériel qui n'est pas conforme tout simplement par le choix de ce matériel-là, soit par ses réglages. Et donc, face à cette panique générale, en fait, on s'est souvent aperçu que des athlètes ou des staffs avaient une méconnaissance de toute ou partie de la réglementation. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est surtout un objectif d'information, que chacun ait la connaissance la plus appropriée des éléments essentiels de la réglementation afin d'éviter de se trouver dans cette situation de panique et plutôt d'être dans la situation où vous abordez les compétitions avec le sourire et les lunettes. Donc, comment ça va se dérouler ce webinaire? On passera tout d'abord la parole à Morgane Garnier, qui est commissaire internationale sur la réglementation matérielle, la philosophie et ses fondements. Ensuite, on aura Thibaut qui prendra le relais, donc Thibaut qui nous vient de l'Union cycliste internationale sur la réglementation UCI pour savoir où trouver les informations, lesquelles bien maîtriser. Je reprendrai la suite sur le réglage du poste de pilotage, qui est un élément important dans cette question-là. Laurent, qui est commissaire technique de l'UCI, poursuivra sur les contrôles en compétition. On aura ensuite un 6e point sur les mesures à la maison et on espère avoir le temps pour pouvoir répondre à quelques questions et réponses. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Morgane. Morgane, par contre, il faut que tu ouvres ton micro. Je pense que c'est bon. Bonsoir à tous. Merci Emmanuel pour cette présentation. Donc oui, donc je suis Morgane Garnier, je suis arbitre international sur la route et sur la piste. Alors, si tu veux passer la slide suivante. Concernant la réglementation des matériels, donc la philosophie en fait et les fondements, donc le matériel, comme vous savez, hein, c'est un équipement qui est utilisé dans les compétitions, dans les différentes disciplines. Aujourd'hui, ils sont à la pointe de la technologie et de la performance. On a effectivement un règlement qui est strict. Il faut que tous les cadres soient homologués. Et donc, pour que le cadre soit homologué, on retrouve donc la pastille qui est sur le cadre. On a aussi des normes de dimension que vous retrouvez aussi dans la partie réglementaire, maintenant sous 3 formes, sous trois catégories. Et pareil, ces dimensions-là que vous retrouvez aussi donc, dans la partie règlement, quand vous allez sur le site de l'UCI. Vous allez donc dans règlement et matériel et vous avez donc toute une documentation concernant en fait les règlements et les différentes tailles. Et des pratiques qui sont aussi interdites. Alors, c'est vrai que Thibaut pourra plus aussi vous en parler, mais beaucoup enfin, tout ce qui est en fait les photos que vous retrouvez, l'ajout en fait du matériel qui n'est pas à proprement dit sur le vélo n'est pas autorisé. Ensuite, donc pour la slide suivante, c'est vrai que le coureur est responsable de son matériel. C'est ce que vous retrouvez ensuite dans l'article 1.3.001. Donc chaque licencié donc, doit veiller donc, à son équipement, donc la bicyclette et les accessoires, et que présente donc sa qualité de matériel. Et que la conception n'ait aucun danger pour lui, mais surtout aussi pour les autres. Et puis, c'est pareil, donc le contrôle pardon, avant les départs donc est fait systématiquement donc, pour les épreuves de contre-la-montre, pour les poursuites individuelles et poursuites par équipe sur sur la piste. Donc ça, généralement, en fait, il faut présenter son vélo 15 minutes avant le début des épreuves. Et puis, c'est vrai qu'on peut aussi se permettre de faire des contrôles pendant les épreuves sur piste
ou après une arrivée, où on peut aussi demander donc, le contrôle de vélos qui sont sur la galerie. Voilà pour moi. Heu, il y avait 4 mots que je souhaitais que je souhaitais partager avec vous. Donc c'est la sécurité, donc c'est vraiment utiliser des vélos qui sont homologués. Donc comme je vous dis, donc on retrouvera la pastille qui sont sur les vélos. Pas utiliser non plus des vélos de triathlon, que ce soit pour les vélos, les compétitions notamment sur la route. L'égalité, en fait, nous, en tant que commissaires, on est, vraiment là pour faire respecter l'égalité des chances pour tous. Et puis l'anticipation, donc c'est vraiment, en fait, sur la maîtrise, en fait, de l'innovation. Et puis bien vous renseigner, en fait, auprès des personnes qui sont compétentes. Ce soir, vous avez des personnes, qui sont compétentes, donc n'hésitez pas donc à les contacter, à la moindre question. Et puis le respect des règlements, le respect des commissaires, le respect aussi des acteurs du cyclisme, parce qu'on est là aussi vraiment pour travailler en collaboration et en bonne intelligence. Voilà. Merci Morgane. Et donc, on va passer le relais à Thibaut. Thibaut qui doit être à Oui, Aigle, à l'Union cycliste internationale. c'est bien ça. On m'entend bien? Oui, très bien Thibaut. Super. Bonsoir à tous. Merci Emmanuel pour l'invitation. C'est toujours chouette de voir ce que la FFC peut faire en termes de webinaires, de séminaires, etc. pour justement partager l'information. Donc c'est toujours chouette de pouvoir participer à ça. Merci Morgane pour l'introduction. Donc on va directement rentrer dans le sujet avec où est-ce qu'on peut trouver justement toutes ces informations relatives à l'équipement et au matériel. Le premier point et le plus important, ça sera le règlement. Donc le règlement, on va le trouver principalement dans la partie 1. La partie 1, c'est la partie qui couvre la plupart des disciplines. Donc dès qu'il y a un règlement qui est pluridisciplinaire, on va le retrouver dans la partie 1. Donc organisation générale du sport cycliste. Vous pourrez trouver avec les QR codes un accès rapide à cela. Il y a certaines réglementations qu'on va trouver dans les dispositions relatives aux différentes disciplines, mais vraiment 99% ou 99% de ces informations pourront être trouvées dans cette partie 1. Ensuite, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, on a le chapitre matériel, équipement de notre site internet. Et c'est vraiment là où on va publier, l'unité équipement de l'UCI, la plupart de nos informations pour justement le grand public. Donc, vous trouverez notamment en premier point le guide de clarification du règlement technique de l'UCI. Donc, comme vous l'avez vu, Morgane a gentiment partagé des images. Ces images, vous pourrez les retrouver dans le guide de clarification. Ça permet, euh, quand vous lisez cette réglementation qui est parfois un petit peu brute, nous, on vous rajoute quelques explications, des photos, etc., pour qu'il y ait une meilleure compréhension et que justement, on puisse tous avoir la même compréhension de cette réglementation. Ensuite, sur la page équipement, on trouvera également des documentations, comme par exemple les listes d'homologation. On va en parler un petit peu plus tard, mais il y a des procédures d'homologation pour les cadres et les roues, par exemple. On trouvera justement la liste de ces modèles qui sont homologués sur cette page équipement. Ensuite, on a également les listes de coureurs de grande taille, par exemple. Également les directives visuelles, que ce soit pour les différents maillots de champion, ou alors, on en parlera plus tard, mais également les étiquettes de catégorie de taille qui sont également expliquées dans ces directives visuelles. Le point suivant, ce sera les processus d'homologation. Ça, c'est pas forcément pour vous. Tu peux peut-être revenir en arrière, Emmanuel. Désolé. Les processus d'homologation, ce sera pas forcément pour vous, ce sera pour les fabricants. Et donc, eux, les fabricants, ils auront toutes les informations nécessaires pour justement nous contacter. Encore une fois, on y reviendra un petit peu plus tard, mais la démarche ne doit pas être faite de la part des individus, mais par justement les fabricants. Et ensuite, vous trouverez d'autres informations, comme par exemple des référentiels des modèles de contrôle 3D. On en parlera pour l'inclinaison des leviers de frein. Vous pouvez directement imprimer grâce à ces fichiers 3D. Je sais qu'en France, vous utilisez aussi d'autres outils qui sont très très bien. Donc n'hésitez pas justement à contacter, je pense que Cédric, Laurent et Nicolas peuvent vous aider à ce niveau-là. Mais c'est ce genre d'autres outils que vous pouvez trouver pour vous aider dans les contrôles, plus spécifiquement les commissaires ou les équipes. Donc on peut aller au point suivant. Ouais, une animation qui n'était pas forcément nécessaire ici. Donc c'est par rapport aux 3 règles d'or de la réglementation technique de l'UCI. Donc, si vous voulez vous assurer qu'un équipement est conforme, posez-vous ces 3 questions-là. Donc, est-ce que l'équipement que je vais utiliser est techniquement conforme?
Oui ou non? Comment est-ce que je vais trouver cette réponse? Je vais aller voir le règlement UCI. Si je n'ai pas forcément la réponse, je vais essayer d'aller voir un petit peu plus loin avec le guide de clarification qui est publié sur la page équipement. Si vous avez encore des questions, vous pourrez ensuite nous contacter par email. Le deuxième point, ce sera est-ce que l'équipement est conforme aux normes de sécurité et de qualité? Et là, vous pouvez essayer de voir si du côté du fabricant, vous pouvez trouver des informations sur le test qui a été fait, les tests ISO par exemple, et les normes qui y sont liées, ou toute autre norme applicable. Donc ça, c'est aussi une partie de la réglementation UCI, c'est tout équipement qui est utilisé dans les compétitions UCI doit être au niveau sécurité et qualité couvert par les normes applicables dans le pays d'utilisation. Par exemple, sur les casques, un exemple pratique, vous verrez qu'il y a des étiquettes à l'intérieur de vos casques avec justement les tests qui ont été faits et les normes, par exemple la norme N en Europe qui sera utilisée. Dernier point, est-ce que l'équipement est disponible dans le commerce? Ça va être plutôt le cas pour des équipements qui vont être fabriqués par le fabricant du coin ou alors à un très haut niveau par des fédérations nationales. Mais est-ce qu'on peut, en tant qu'individu, avoir accès à cet équipement? Et donc ça, on va justement aller voir sur le site web ou le catalogue des différents fournisseurs pour voir si on peut justement pouvoir trouver cet équipement. Donc ça fait partie de l'équité également, c'est que tout le monde doit avoir accès au même équipement. Donc ça, c'est les 3 points importants. Techniquement conforme, OK. Normes de sécurité et qualité, OK. Et disponible dans le commerce, OK. Oui ou non? Si les 3 sont oui, vous pouvez l'utiliser en compétition UCI. Ensuite, on va rapidement couvrir ça parce que ça va être plutôt du côté des fabricants, mais les procédures d'homologation des jeux de cadre et de roues. Comme je vous l'ai dit, il y a la plupart de la documentation qui est disponible sur la page équipement. Donc le fabricant sera responsable d'homologuer justement ces différents équipements, mais ce sera le coureur et l'équipe qui seront responsables de contrôler la conformité avant le départ. Morgan l'a bien dit dans le point 1.3001, c'est la responsabilité des coureurs, et à partir du 1er février, je pense, ça a été voté à Liévin pendant le comité directeur, les équipes sont maintenant aussi légalement responsables de contrôler la conformité de l'équipement qui va être utilisé par les coureurs avant le départ. Donc, si cet équipement n'est pas conforme, vous pourrez être disqualifié et ou sanctionné en fonction de l'infraction. Ensuite, ces modèles autorisés, comme on l'a dit, tu peux peut-être revenir à la page d'avant, désolé. Ces modèles, comme on l'a dit, qui sont autorisés, ils vont être publiés sur la page équipement. Vous aurez différentes listes avec les cadres et les roues, et les roues homologuées. Les commissaires, comme on l'a dit, peuvent empêcher le vélo non homologué en cas de prendre le départ. Et dernier point, ça c'est très important, c'est que les étiquettes, on doit toujours pouvoir voir le label d'homologation des cadres et ça doit faire partie intégrante du cadre, c'est-à-dire que ça doit être sous le vernis. Vous ne pouvez pas juste réimprimer l'autocollant après avoir été repeindre le vélo et rajouter le sticker par-dessus, ça ne fonctionne pas, ça doit être le fabricant qui doit justement placer cette étiquette sous le vernis. Donc faites bien attention, si vous voulez repeindre un cadre, assurez-vous que le sticker reste intact. Donc, un petit résumé de la situation par rapport aux procédures d'homologation. Je vous ai parlé justement des jeux de cadre et des roues. Donc, c'est pour toutes les roues et les cadres utilisés en route, cyclocross et piste. Donc, maintenant, c'est également le cas pour les roues. Ça ne l'était pas avant, mais depuis l'année passée, pour les roues de contre-la-montre sur la route et pour les roues utilisées sur la piste. Donc, ça sera uniquement les nouvelles roues qui vont être produites à partir de 2024. Donc, vous trouverez un label pour les jeux de cadre. Il n'y a pas de label ou d'étiquette pour les roues. Comme on l'a dit, c'est intégral, donc ça doit être en dessous du vernis. Preuve de conformité, on va toujours se référer aux listes de jeux de cadre homologués, listes de roues approuvées. La soumission doit être faite par le fabricant et la conformité par le coureur et par l'équipe. La dernière procédure dont on n'a pas encore discuté, c'est les prototypes. Donc ça va être un petit peu plus poussé, ça va être le fabricant qui va nous demander on a justement cette règle par rapport à la commercialisation. Il va demander une période de 12 mois pendant laquelle il va pouvoir utiliser son équipement, le tester en compétition avant de le rendre disponible sur le marché. Donc ça va souvent être le cas sur la route. C'est interdit sur la piste et pour toute tentative de performance. Donc ça va être juste une demande qui peut être faite en dehors de cette portée-là de la piste et des tentatives de performance. Ensuite, le fabricant va recevoir une copie de l'autorisation de prototype et il va pouvoir la partager avec ses équipes ou les coureurs qui souhaitent utiliser cet équipement. Mais c'est assez réservé pour le haut niveau.
Slide suivante. Ouais. Ensuite, là, maintenant, on va passer au gros de cette présentation. Ça va être la position contre la montre, qui est justement gouvernée par les articles 022 et 023. Donc, depuis 2023, il y a une nouvelle catégorie de taille qui a été instaurée. Donc, maintenant, on a 3 catégories de taille, les coureurs de moins d'1m80, de plus d'1m80 et de plus d'1m90. Et chaque catégorie de taille va pouvoir définir une position maximale qui sera autorisée. Donc là, maintenant, on va expliquer un petit peu ces positions autorisées. Cet article-là a été légèrement modifié l'année passée dans un souci de compréhension. Il n'y a pas eu du tout de changement par rapport à la réglementation. Donc maintenant, il y a une nouvelle position par défaut, si on peut l'appeler comme ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On a toujours un référentiel, notre point zéro, qui sera l'axe qui passe par le boîtier de pédalier. Donc, pour la position par défaut, le bec de selle, donc le point le plus avancé de la selle, devra se situer au minimum 50 mm derrière cette verticale. Donc ça va être la position par défaut pour la selle, ce sera un minimum de 50 mm derrière. La distance horizontale pour les extensions le plus avancé sera 750 mm. Encore une fois, par rapport à l'axe du boîtier de pédalier. Donc ça sera notre référentiel. Donc là, on a la selle, comme j'appelle, à -5 et les extensions à 75. Et ensuite, le coureur a le droit de soit avancer le bec de selle jusqu'à cette ligne dont on parlait, ce référentiel de l'axe du boîtier de pédalier. On va appeler ça le 0. Donc, soit le coureur avance sa selle de -5 à 0. Il a le choix, hein. Il peut aller à -3, il n'y a pas de problème. Ou alors, il garde sa selle au minimum -5 cm derrière l'axe du boîtier de pédalier. Et dans ce cas-là, il a le droit d'aller jusqu'à 800, 830 ou 850 mm pour ces extensions. Et c'est différent, vous avez 3 différentes mesures. Elles vont être définies par la catégorie de taille de l'athlète. Oui, tu peux aller à la slide suivante. Donc la catégorie de taille de l'athlète, justement, ça c'est un point très important. Si vous avez des coureurs, si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là, c'est très important de bien comprendre, parce qu'on a vu que même au plus haut niveau, durant les derniers championnats du monde, ce côté administratif n'était pas toujours bien fait, et ça justement, comme Emmanuel l'expliquait un petit peu plus tôt, ça a justement causé beaucoup de stress avant le départ, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc si on peut tous faire notre travail en amont, ça pourrait être très bien pour l'année qui vient. Donc, vous trouverez une attestation de taille qui devra être envoyée pour tous les coureurs de plus d'1m80. Donc, si vous avez un coureur qui est dans cette situation, le coureur trouvera sur le site, encore une fois, la page matérielle du site web de l'UCI. Il trouvera cette attestation qu'il devra ensuite remplir par le directeur médical de l'équipe ou le médecin de famille. Ensuite, il pourra la renvoyer à nouveau sur cette page matérielle. Nous, on recevra tout ça et on ajoutera le coureur à la liste des coureurs de grande taille. Ça permet ensuite d'éviter au commissaire de devoir mesurer à chaque fois les coureurs sur place. Par exemple, ça peut être le cas qu'un commissaire n'ait pas accès à un outil de mesure. Et dans ce cas-là, si le coureur ne fait pas partie de cette liste des coureurs de grande taille, il devra utiliser les mesures de catégorie 1. Bien que, possiblement, il soit en catégorie 2 ou 3. Mais s'il n'y a pas la possibilité de démontrer ça, eh bien, le coureur devra justement modifier peut-être sa position pour accommoder les mesures de catégorie 1. Donc, toujours essayer de faire ce travail en amont, d'envoyer justement cette attestation. Ensuite, on va regarder les conditions préalables. Donc, on a envoyé cette autorisation de hauteur à l'UCI via le formulaire en ligne. Ensuite, on s'assure, parce qu'il y a 15 jours de délai au maximum entre le moment où on envoie ce formulaire et où le coureur peut être ajouté à la liste. Donc ensuite, on s'assure que le coureur figure bien sur cette liste. Dans le cas où on a envoyé l'autorisation, mais le coureur n'est pas encore sur la liste, vous pouvez prendre cette autorisation avec vous sur la compétition pour la montrer justement au commissaire qui sera en charge des contrôles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir placer une étiquette de catégorie de taille sur le vélo de chrono. Et ça, c'est aussi applicable pour les coureurs de catégorie 1, parce que ça permet au commissaire qui va faire les contrôles, justement, de savoir directement si le coureur ou si le vélo qui va être mesuré doit être mesuré avec la catégorie 1, 2 ou 3.
parce que ça arrive que ce ne soit pas toujours les coureurs qui viennent apporter les contrôles, les vélos au contrôle. Malheureusement, on ne peut pas envoyer ces étiquettes à tous les licenciés. On aimerait bien le faire, mais c'est très compliqué en termes de logistique. Donc, pour justement avoir ces différentes étiquettes, vous pourrez trouver sur la page matérielle, encore une fois, les étiquettes à imprimer et vous avez des directives visuelles sur comment les placer sur le vélo. Donc voilà, on va vous demander à chaque coureur, coureuse et équipe de faire le nécessaire avant la compétition à ce niveau-là. Donc maintenant, au niveau des extensions, on a parlé juste avant des positions de la selle, pardon, de la position des extensions. On va rentrer un petit peu plus dans le détail avec ici 2 mesures qui sont importantes. Et ces 2 mesures, elles sont importantes parce qu'aussi, il y a un petit peu de confusion à ce niveau-là. On parle souvent des 30 degrés. Maintenant, il y a justement cette hauteur des 10 cm, des 12 cm, des 14 cm. Mais il faut bien dissocier qu'il y a cette mesure H qu'on va définir juste maintenant, et ensuite l'angle qui sera uniquement pour le support d'avant-bras. Donc si on commence en lisant ce premier point, le H, ça sera la distance maximum entre le point médian du support d'avant-bras. Donc nous, on va aller chercher justement sur notre support d'avant-bras le point médian, et on va mesurer la hauteur, le différentiel de hauteur, par rapport au point le plus haut ou le plus bas des extensions, accessoires compris, on va l'expliquer un petit peu après. Et cette distance, elle va être définie par la catégorie de taille. Donc 100 mm pour les coureurs de catégorie de taille 1, 120 pour la taille 2 et 140 pour la catégorie de taille 3. Et donc ça va être indépendant des exceptions qui vont être utilisées, de la position de la selle, etc. Ça va toujours être le cas. Donc 100 mm taille 1, 120 mm taille 2, 140 mm taille 3. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va ensuite pouvoir regarder l'inclinaison. Et l'inclinaison, c'est 30 degrés du support d'avant-bras uniquement. Donc c'est possible que par exemple le long de vos extensions qui pourraient être conformes avec ces 100, 120 ou 140, il y ait certains endroits qui soient à 45 degrés. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas conformes. Donc pour justement la hauteur des extensions, on va uniquement prendre ces mesures et on va toutefois vérifier que l'inclinaison du support d'avant-bras est bien de plus ou moins 30 degrés. Si contre, justement, on avait quelques exemples avec accessoires compris, les shifters, c'est quelque chose qui pose parfois problème. Et donc, les shifters vont toujours être mesurés au point le plus extrême, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Les commissaires ont le droit de modifier cette position, car justement, c'est des positions qui pourraient être utilisées en compétition. Donc, si vous avez des shifters, faites bien attention de ne pas jouer avec les limites, parce que justement, les commissaires pourraient relever ceci pour vérifier la position la plus extrême. Donc ça, c'est un point important à prendre. On va regarder la slide suivante. On a également un exemple ici qu'on voit de plus en plus souvent dans le peloton. Vous avez ces supports de compteurs qui sont utilisés pour justement rehausser la hauteur du compteur et que le coureur ait une meilleure visibilité. Mais ça implique aussi un point plus haut, entre guillemets, que les extensions. Et comme on l'a dit plus tôt, le point le plus haut des extensions est compris, accessoires compris. Donc là, faites bien attention, bien que parfois, même s'il y a des pré-checks qui sont organisés, des pré-contrôles avant la compétition, c'est très rare que les coureurs ou le staff de l'équipe amènent le compteur. Donc si vous voyez même un vélo qui serait conforme, juste en mesurant le support de compteur qui serait à la limite, faites bien attention de mentionner ça aux équipes et aux coureurs. S'ils rajoutent le compteur par-dessus, le compteur sera pris en compte dans la mesure. Et donc, si en dernière minute, le compteur est trop haut, le coureur devra courir sans le compteur. Et donc ça, c'est un point très important. Toujours faire bien attention de contrôler les accessoires et en tant que commissaire, dans ce cas-ci, si on voit que quelque chose est sur la limite, prévenir l'équipe ou le coureur que ça pourrait être un sujet sensible durant le contrôle final. Une autre mesure qui a été instaurée en 2023, justement relative à cette hauteur de 10 cm, 12 cm, 14 cm, afin d'éviter des angles qui seraient trop extrêmes, il y a une nouvelle règle par rapport au minimum, la distance minimale entre le point le plus avancé du support d'avant-bras et le point le plus avancé des extensions. Donc, ça sera, on l'appelle communément la règle des 18 cm ou des 180 mm. Pardon.
Et donc ça, c'est un point très important à prendre en compte. Si vous avez des extensions qui sont moulées et où il est difficile de définir justement la différence entre justement le point de l'extension et le point du support d'avant-bras, une règle assez simple, si vous prenez la section en largeur de votre extension, vous voyez l'image sur la droite, l'extension doit être un maximum de 50 mm. Dès que c'est plus de 50 mm, ça va être le début de votre zone de support d'avant-bras. Et c'est comme ça que les commissaires vont également vérifier. Dès qu'il y a plus de 5 cm, donc de 50 mm le long de l'extension, on peut dire que c'est le support d'avant-bras qui commence, donc ça sera le point le plus avancé du support d'avant-bras, et c'est de là qu'on va mesurer les 18 cm en relation avec le point le plus avancé des extensions. Voilà la slide suivante. Donc là, on a un petit florilège d'éléments de fixation. Il y a des règles par rapport aux éléments de fixation. Encore une fois, vous pourrez les trouver dans le règlement, mais également dans le guide de clarification. Il y a plusieurs points, vous le voyez sur les images. La distance, par exemple, de cet élément de fixation par rapport à l'extrémité des extensions, qui doit être un minimum de 8 cm. On voit qu'il y a un exemple où justement cet élément de fixation est vraiment fixé au bout des extensions. C'est pas autorisé parce que justement ça peut donner des positions qui ne seraient pas autorisées. Ensuite, un point important qu'on voit encore trop souvent, même au niveau professionnel, c'est ces éléments de fixation. Ils doivent être dans leur section de coupe d'un minimum de 1 cm ou de 10 mm. Et ça, c'est quelque chose qui est encore trop souvent utilisé, justement des fixations dont la section serait inférieure à ce centimètre, parce que justement ça peut compromettre la sécurité de ces pièces. Et donc, faites bien attention quand vous utilisez des éléments de fixation que dans la section transversale de ceux-ci, elles doivent être d'un minimum d'1 centimètre. Un autre point, peut-être le dernier qu'on va utiliser ici, c'est un maximum d'un élément de fixation entre deux extensions. Vous ne pouvez pas avoir deux éléments de fixation. Un bon exemple, ce sera le cas en haut à droite, où vous voyez qu'on a un élément de fixation et on a un support de compteur qui ne lie pas les deux extensions. Donc ça sera autorisé. Si vous avez l'exemple juste à gauche avec un support de compteur qui lierait justement les deux extensions en plus d'un autre élément de fixation, il faudrait en enlever un des deux. Donc ça, c'est très important aussi à noter. Si vous avez juste, par exemple, en bas à droite, un élément de fixation qui serait utilisé à ce niveau-là, vous ne pourriez pas avoir un élément qui lierait au niveau du compteur. Donc toujours prendre en compte ce paramètre-là. Il n'y a un seul élément de fixation autorisé. Et je pense qu'on va arriver à la dernière slide sur les selles. Donc les selles, je pense que c'est compris depuis assez longtemps. La longueur de la selle, c'est entre 24 et 30 cm. Il y a une tolérance qui est fixée dans la réglementation de 5 mm. Donc c'est assez clair à ce niveau-là. L'inclinaison jusqu'à 9 degrés qui va être pris. Ça, c'est un point important parce qu'on a vu au niveau français, au niveau national, on a reçu beaucoup de feedback par rapport à ça, qu'il y avait des selles qui étaient utilisées et qui, bien que conformes avec cette inclinaison de 9 degrés, fournissaient un support lombaire. Et donc ça, c'est notre département médical qui avait justement été consulté sur la question. Et donc, ces selles qui étaient utilisées, que ce soit sur la route ou sur la piste, fournissaient un support lombaire. Et comme on le sait, il y a 3 points de support. Les pédales, la selle au niveau vertical, la selle bien évidemment, et le guidon. Et là, la selle fournissait un support horizontal. Donc, entre guillemets, on avait une sorte de la puissance qui venait justement grâce à ce support. Il y a une procédure légale qui est en cours à ce niveau-là. Il y a un fournisseur dont vous connaissez peut-être le nom, qui est justement suivi à ce niveau-là en France. Donc faites bien attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être rappeler en fin de séminaire ou peut-être que Emmanuel, on partagera l'adresse email de notre unité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer justement ces questions-là au niveau de la réglementation technique. On sera toujours là pour y répondre et ça permettra justement d'éviter le stress avant la compétition. Peut-être un dernier point que je n'ai pas couvert, mais la selle ne peut pas être alignée avec l'axe du boîtier. Elle peut être alignée avec l'axe du boîtier de pédalier, pardon, mais pas être plus avancée. C'est ce dont on discutait un petit peu plus tôt avec les différentes positions de la selle.
Voilà, c'est tout pour la partie réglementation. Donc, encore une fois, si vous avez des questions un petit peu plus tard, on peut y répondre à la fin du webinaire ou vous pourrez nous envoyer un email. Merci beaucoup. Parfait, merci Thibaut. Avant de poursuivre sur les bons réglages du poste de pilotage, Laurent me mettait un petit message là en privé en me disant de bien rappeler que depuis maintenant 1 an à peu près, la Fédération française de cyclisme a changé une règle dans son règlement fédéral en disant que concernant le matériel, elle appliquait stricto sensu la règle de l'UCI. Donc en fait, il n'y a pas de différence entre les règles de l'UCI et les règles de la FFC en termes matériels. Donc on applique à chaque fois, dès qu'il y a un changement de règle à l'UCI sur le matériel, il devient de facto applicable pour la Fédération française de cyclisme. Donc pas de risque de mauvaise interprétation de ce côté-là. Je vais essayer d'être rapide. L'idée, c'est de vous donner des conseils pratiques pour en fait régler un point qui est essentiel là-dessus. On a beaucoup parlé de poste de pilotage et effectivement, c'est souvent à ce niveau-là qu'on peut rencontrer des problématiques sur le terrain. Et donc, avant de rentrer dans des choses très réglementaires, rappeler l'importance de savoir dans quel ordre on le fait et que ce que je vais vous résumer ici de manière très synthétique et très rapide, parce que le webinaire il est rapide et ce n'est pas l'enjeu principal, on le retrouve globalement dans les mêmes intos cyclisme sur route et cyclisme sur piste, où il y a à chaque fois un chapitre qui est dédié au choix du matériel et réglage de la position. Et tout ça, c'est important parce qu'en fait, le cycliste, que ce soit en contre-la-montre, en poursuite, sur 1 kilomètre, plus de 3/4 de sa traînée aérodynamique, elle est produite par le cycliste lui-même. Et donc, régler comme il faut un guidon, et donc en l'occurrence des extensions contre-la-montre, c'est très important pour que les athlètes ils soient performants, et y compris avec des jeunes, pour qu'ils s'habituent en fait à travailler dans des bonnes positions, qui sont pour le coup parfois un peu contraintes, on l'avoue, mais donc, prendre le temps de bien régler sa position et donc de bien régler son guidon, c'est important. Et donc, d'où de maîtriser finalement ces normes. Et donc, quelques conseils pratiques pour l'organiser qui peuvent être assez simples et qui peuvent être faites de manière rudimentaire, il n'y a pas de souci. Nous, à très haut niveau, on utilise parfois aussi des formes rudimentaires de travail. La première règle, évidemment, ça va être de s'assurer qu'on travaille sur quelque chose qui est à niveau. Les sols, ils ne sont pas toujours à niveau, et donc c'est le premier truc qu'on vérifie. On utilise des cales pour se remettre à niveau si besoin. Et on va avoir du temps pour le faire. On va avoir sa caisse à outils, les outils vidéo pour filmer. On utilise de plus en plus en fait des home trainers pour travailler en mode stationnaire. Et avec quelques outils, des clés Allen, des clés Torx, 1 mètre évidemment, une équerre, le pied à coulisse, notamment vous avez vu avant l'histoire des 5 cm, un fil à plomb et un inclinomètre. Pour information, aujourd'hui, ce sont des super inclinomètres. Vous avez quasiment dans tous les smartphones actuels, dans toutes les tablettes, et je vais même recommander la tablette, on y viendra après, pour avoir des inclinaisons assez précises et qui vont notamment vous permettre de vérifier aussi au sol si vous êtes de niveau. Et le dernier petit outil utile, c'est le petit stylo feutre peinture type Posca. Il y a d'autres marques également qui peut vous permettre d'aller identifier le point que vous voulez mesurer, que vous allez reprendre après. Et donc tout ça, on commence toujours, pour reprendre ce que vous aviez dit Thibaut avant, on commence toujours par vérifier le recul de selle. Parce que c'est grâce à votre recul de selle que vous allez savoir après comment vous allez pouvoir régler devant votre poste de pilotage. Et donc généralement, ce qu'on va souvent trouver, sauf si on a beaucoup de marge, mais c'est quand même pas souvent le cas, on va avoir tendance à amener le recul de selle à au moins 5 cm pour pouvoir avoir un réglage de poste de pilotage comme il faut. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va aller travailler sur principalement l'allongement des prolongateurs. On va vérifier si on est à 75, si on est à 78, si on est à 82, etc. pour connaître, suivant la taille du coureur, la marge ou pas que l'on a de réglage. Donc ça, en fait, on va amener ça à des positions, on va mettre le coureur sur le traîneur, on va faire les évolutions. Et après coup, c'est là où on peut éventuellement venir jouer sur les questions d'inclinaison, sur le coulissement en fait des accoudoirs, tout en respectant les différentes normes, notamment l'histoire des 18 cm, et voir en fait jusqu'où on peut régler, faire évoluer cette position pour que l'athlète soit plus performant, soit plus aérodynamique, etc. En ayant bien en tête que la modification de l'inclinaison
C'est-à-dire que si vous êtes à 79 cm par exemple de longueur pour un coureur de deuxième catégorie, et vous allez vouloir diminuer par exemple son inclinaison, ce qui risque de se passer quand il va passer par exemple du rouge au vert, là ici, il va plus être à 79 mais à 81 voire 82. Et là, il sera plus dans les clous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, on va remesurer, s'assurer qu'on est dans les clous, mais normalement, si vous êtes passé du rouge au vert, dans tous les cas, vous aurez augmenté. Voilà. Juste pour un côté très pratique. Voilà, donc l'importance de passer du temps là-dessus. Et je reviendrai après sur la manière dont tout ça, on peut le faire de manière assez simple à la maison. Mais avant ça, je vais repasser la parole à Laurent pour exposer les contrôles en compétition. Bien, bonjour à tous. Effectivement, je suis commissaire technique de l'UCI depuis de nombreuses années. Et à ce titre, j'ai pratiqué de nombreux contrôles sur les compétitions à tout niveau, que ce soit chez les jeunes, mais aussi jusqu'au plus haut niveau. Laurent, ton micro a été coupé. Pardon, voilà. Je vais vous donner juste quelques clés qui vous permettent de venir sereinement. Je pense que ça a été dit déjà plusieurs fois, hein, venir un minimum de stress et l'aborder sereinement, c'est bien pour tout le monde, que ce soit pour vous, mais aussi pour les commissaires, pour les autres coureurs qui attendent. D'abord, il y a des opérations préalables à faire, et ça, vous pouvez le faire à la maison. Manu vous donnera tout à l'heure comment le faire. Donc, vérifiez que vous êtes dans la catégorie morphologique dont Thibaut vous a parlé. Donc, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et vous aviez le QR code tout à l'heure. Vous tapez matériel UCI, vous arrivez sur une page où il y a la liste des coureurs. Si vous n'êtes pas dans cette liste, allez voir un médecin qui va donc remplir l'attestation que Thibaut vous a présentée. Envoyez-la à l'UCI, évidemment. Comme ça, vous serez dans la liste, vous ne serez plus embêté. Collez la pastille que vous pouvez imprimer. Mais surtout, gardez-en toujours une copie sur vous, puisque effectivement, comme vous l'a dit Thibaut, il y a un certain temps de latence entre votre envoi et la publication sur la liste. Ouais, juste un petit point, Laurent, par rapport à la slide d'avant. Maintenant, tout se fait via un formulaire en ligne. Donc, vous n'envoyez plus les copies à l'adresse email. Vous trouverez à nouveau sur la page matérielle un formulaire en ligne sur lequel vous pourrez joindre justement l'attestation dont on parle. Merci. Donc, encore plus rapide, donc. Voilà. Après, donc, à la maison, il est nécessaire de contrôler les dimensions réglementaires qui vous ont été expliquées précédemment. Je pense que pour les catégories de jeunes, et là, notamment, s'il y a des cadets, des chefs d'équipe chez les juniors aussi, ou même des juniors qui sont là, c'est pas la peine de venir, tout au moins sur la route, de venir flirter avec les limites. Nous, on accorde de toute manière dans nos contrôles une certaine tolérance qui est certes très limité, qui peut être juste utile dans je dirais, la marge d'erreur qu'on peut avoir avec nos outils. Hein. Mais si vous avez l'habitude d'être à 800, c'est mieux peut-être d'arriver au contrôle avec 795 par exemple, et voir peut-être même en fonction des outils que les commissaires ont sur place, pouvoir réajuster. C'est pas la peine de venir toujours pile poil. Ça vous stresse, ça stresse les coureurs qui attendent derrière, puisque vous n'êtes pas tout seul à venir au contrôle. Et donc, ça, tout de suite, ça plombe un peu l'épreuve. Renseignez-vous auprès de l'organisateur aussi si, avec les arbitres, ils ont prévu un temps de pré-contrôle. C'est très important, ce temps de pré-contrôle, puisque c'est vraiment pour nous la manière d'agir comme conseiller. Autant au moment du départ, le vélo est bon, il part, le vélo est pas bon, il part pas. Pendant le pré-contrôle, on est là pour vous conseiller. Je sais que c'est hyper difficile, notamment dans les Coupes de France juniors où il y a un contre-la-montre le matin et puis une course en ligne l'après-midi. On ne va pas commencer les pré-contrôles à 6 heures du matin. Mais enfin, bon voilà, c'est vraiment important de venir à ces pré-contrôles quand ils sont organisés et informez-vous, savoir s'ils sont organisés. Quand vous arrivez sur le site de la compétition, donc emmenez votre vélo au pré-contrôle le plus tôt possible. Hein, ce que je vous ai dit, c'est un moment de conseil des arbitres par rapport aux compétiteurs. Venez à ce pré-contrôle avec un minimum d'outils pour bouger au moins la selle ou le guidon. Voilà, je pense que les clés BTR suffisent quelquefois.
hein. Et donc, c'est pour nous la partie la plus importante. Venez à ces pré-contrôles avec le vélo en ordre de marche. Thibaut parlait tout à l'heure de plus en plus des compteurs qu'on voit en position haute. Et effectivement, on contrôlera la position la plus haute. Donc, le vélo pourrait être bon si vous venez au pré-contrôle sans votre compteur. Et puis, au moment du départ, vous avez mis le compteur et là, c'est plus bon. Donc, bah oui, mais vous m'avez dit tout à l'heure que c'était bon, mais non, c'est plus bon, hein. Donc, ça crée toujours beaucoup de problèmes. Donc, comme vous l'avez vu, il y a des homologations. Donc, notre première tâche, ça sera de vérifier l'homologation, votre catégorie morphologique et puis donc les dimensions réglementaires. S'il y a des corrections à apporter, on les fait immédiatement, hein, juste à côté, on ne retourne pas à sa voiture. Et si tout est OK, on resserre tout et on ne touche plus. Il peut arriver que certains réglages ont été faits, mal serrés, vous allez à l'échauffement, vous allez reconnaître le parcours, vous tirez un peu sur le guidon, et d'un seul coup, les dimensions évoluent, et donc là, c'est plus bon. Une fois que ces pré-contrôles sont faits, vous aurez l'esprit libre et vous pourrez aborder votre protocole d'échauffement sereinement. Voilà. Donc, au moment du départ, bah, venez 15 minutes avant votre heure de départ, puisque outre les dimensions du vélo, on vérifiera également le textile, on verra si votre bidon est plein, on vérifiera le casque, on vérifiera d'autres éléments que le vélo. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce délai de 15 minutes. Sachez que si vous venez 3 minutes avant votre heure de départ et qu'on est déjà en train de contrôler un vélo qui doit partir 3 minutes derrière vous, vous ne serez pas prioritaire. On finira notre contrôle qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on doit à votre adversaire et vous passerez après. Donc tout ça, ça peut effectivement donner un tas de latence qui pourrait vous faire louper le départ et perdre quelques secondes à ce moment-là. Une fois que tous les contrôles finaux sont faits avant le départ, eh ben, on ne bouge plus. Le vélo doit rester sous contrôle des arbitres. Par contre, il vous est tout à fait possible d'avoir un home trainer dans la zone de départ si elle est organisée assez large pour pouvoir continuer votre échauffement. Voilà, juste un petit point supplémentaire qui n'était pas prévu, mais qu'on a défini dernièrement au séminaire des commissaires techniques, et ce qu'on voit de plus en plus, et notamment chez les jeunes, la dérive, et c'est plus dans le contre-la-montre, mais sur les guidons de route. N'oubliez pas qu'un point de contact, ce n'est pas un point d'appui. Il est clairement défini, il a été clairement défini entre tous les commissaires techniques et ça a été validé par le service de Thibaut, donc le service matériel de l'UCI, qu'un point de contact, c'est quelque chose qui vous permet de diriger le vélo. On voit trop maintenant des gens qui sont appuyés sur l'avant-bras avec le petit doigt sur les cocottes et ça c'est un point de contact et ce n'est pas un point d'appui. Donc nous, on vérifie les points d'appui maintenant sur la route. C'est juste en aparté parce que voilà, c'était l'occasion de le faire ici. Voilà. Laurent, Oui, oui, tu as terminé? pour moi, c'est tout bon. Ok, bon, ça marche. Eh bien, je vais reprendre une dernière fois la main là-dessus. Voilà, toujours avec les petits côtés pratiques sur comment mesurer à la maison pour être certain d'être en conformité. Alors, c'est vrai que souvent, en tout cas, nous, ça nous arrive d'être sollicités à la fédération pour prendre des mesures et évidemment, on ne pourrait pas le faire pour l'ensemble des licenciés, ce serait compliqué parce qu'on dispose des mêmes outils que l'UCI. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas ces outils-là? Effectivement, l'outil laser, c'est l'outil officiel utilisé en compétition, mais il y a des outils déjà d'un niveau, on va dire, plus accessible, mais qui restent encore onéreux, qui sont tout aussi précis et qui n'ont pas d'électronique. Déjà, nous, on a tendance à les conseiller, c'est-à-dire qu'ils permettent d'avoir une mesure qui est très juste, oui, on n'a pas de problème. Mais globalement, je reprends les outils que je vous ai montrés tout à l'heure. Avec ces outils, vous pouvez très bien, en fait, aujourd'hui, vous assurer d'être en conformité. Dès que votre mesure, elle est juste, il n'y a pas de raison qu'au moment des contrôles, en fait, votre mesure elle ne soit pas juste. Et donc pour ça, en fait, on peut réaliser en tout cas, on utilise nous ça, la fédération. On a
un système très simple avec des profilés alu qui sont parfaitement perpendiculaires et qui nous permettent de facilement prendre une mesure. Là, vous voyez par exemple un de nos mécaniciens de l'équipe de France, Cyril Perrin, qui vérifie la semaine dernière sur un stage, hein, la photo elle a une semaine, que juste avant l'entraînement, juste avant de monter en piste, de vérifier là ici par exemple que ce vélo est dans la règle des 80 cm. Donc tout simplement en utilisant cet outil tout simple avec un niveau dessus, une fois qu'il prend la mesure, on a l'assurance que le vélo il est conforme. Je n'avais pas d'outil pour regarder par exemple l'histoire des 18 cm entre le point le plus éloigné de l'extension et le point le plus éloigné des accoudoirs. Ce jour-là, ma fille n'était pas très loin. Je lui ai piqué son équerre de mathématiques. L'équerre, elle faisait pile 18 cm. Et vous voyez là ici sur l'écran que voilà, on est ou pas en fait dans l'histoire de cette règle de minimum 18 cm. Et donc voilà un exemple ici un schéma qui permet de réaliser assez facilement une solution simple de mesure. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, un club qui a plusieurs athlètes d'un niveau suffisant qui vont pratiquer des épreuves contre la montre, ça peut être utile d'avoir ça dans le local du club. Je préconisais tout à l'heure, plutôt que le smartphone, la tablette. Pourquoi la tablette? Moi, aujourd'hui, par exemple, j'utilise un iPad qui fait 10 pouces. Il fait 25 cm. Et donc, je vois très très vite si, par exemple, un nouveau modèle de selle qui doit se situer entre 24 et 30, en fonction, une fois que j'ai mis ma tablette dessus pour mesurer l'angle, donc là, en l'occurrence, on était à 3 degrés d'inclinaison, je peux voir aussi sa dimension globale et me rendre compte si je serai ou pas dedans. Voilà. Mais dans tous les cas, le point le plus fondamental à chaque fois, dès qu'on veut prendre des mesures, être très juste, c'est celui-ci en fait, c'est de s'assurer à tout prix qu'on est sur un sol à niveau. Si vous avez pris vos mesures sur un sol à niveau et que vous êtes bien perpendiculaire dans vos prises de mesure, vous avez quasiment l'assurance que vos mesures, elles seront toujours justes. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir l'outil le plus perfectionné pour prendre vos mesures. À 2 personnes, c'est généralement toujours suffisant pour avoir une mesure juste et s'assurer qu'on est dans les clous, qu'on respecte cette règle des 80, 83 ou 85 ou des 10 cm, 12 cm, 14 cm plus l'inclinaison de maximum 30 degrés des accoudoirs. Et là, vous avez respecté en fait l'essentiel et normalement, vous avez peu de raisons de ne pas être en conformité avec ces points réglementaires. Voilà. On en a terminé pour la présentation. J'ai cru voir tout à l'heure une petite main se lever. On a voilà, une petite dizaine de minutes pour quelques questions. Moi, j'ai une question, c'est le vélo. Il me semble. Alors, Morgane. Oui, j'avais juste envie de rajouter une chose concernant la piste, la réglementation piste. Il est important de rajouter et de rendre nécessaire que toutes les montres Garmin ou enfin les autres montres, dans tous les cas, ça c'est pareil aussi. Il faut vraiment que l'écran soit caché, pardon. Auquel cas, si c'est pas caché, les arbitres aussi demanderont aussi hein, d'enlever la montre Garmin, la montre connectée. Et Thibaut, si tu peux aussi, je pense que tu peux aussi approuver avec moi concernant les compteurs sur la piste. Bien souvent, maintenant, on voit aussi les coureurs mettre les compteurs soit dans le cuissard. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, moi, clairement, en fait, je dis à mes équipes aussi de refuser de mettre les compteurs au niveau des cuissards. Après, alors pour les concurrentes, souvent, elles le mettent au niveau de la brassière. Ça, pour l'instant, pour moi, je l'accepte. Mais à Thibaut, tu peux peut-être me dire ce que tu en penses. Au niveau des cuissards, ça, c'est sûr. Par contre, que du coup, nous, on refuse le compteur au niveau du cuissard. Euh, Merci Morgane. Ouais, sur justement l'histoire des compteurs qui seraient placés en dessous du textile, il y a deux points qui sont importants. Le premier, c'est que c'est pas une façon sécurisée entre guillemets d'attacher un compteur. Donc ça, dans tous les cas, ça va toujours être refusé. Et aussi, il y a une histoire de modification de la morphologie des coureurs, que ce soit par n'importe quel moyen. On a vu des coureurs utiliser sur la route, par exemple,
du tape ou alors des serviettes pour mettre autour des radios, ça, c'est pas autorisé. Et dans le cas des compteurs sur la piste, ça sera également pas autorisé. Parce que, comme on le dit, c'est un élément non essentiel. Il n'y a pas de raison que le compteur soit placé là, plutôt que attaché sous la selle en toute sécurité avec justement un support adapté. Donc tout ce qui est non essentiel et qui sera placé sous le textile, ou également on va retrouver cette réglementation-là pour les casques et autres équipements, tous ces accessoires non essentiels seront refusés. Donc, pour faire simple, vous mettez votre compteur soit sous la selle, soit vous le mettez à l'envers sous votre guidon et vous êtes sûr de ne pas être embêté avant le départ et de toujours être serein au départ. C'est ça. Et en plus de ça, quand les compteurs sont placés sous la selle, on est aussi vigilant qu'ils soient bien attachés, comme disait Thibaut, avec une dragonne. Auquel cas, s'il n'est pas attaché et que le compteur est sous la selle, on le fera aussi enlever. Peut-être un petit point pour justement les compteurs qui seront placés sous la selle. Comme tu disais, Morgane, cacher justement les données s'il y a des épreuves de poursuite par équipe. Par exemple, ça sera également demandé de couvrir le compteur s'il pourrait être visible par le coureur derrière. Donc voilà, c'est une petite clarification. Merci pour ces points de clarification. On a une question de Gilles. Donc Gilles, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Gilles, il faut ouvrir ton micro. Bon, on a une question, je vais poser la question après. Suzanne, qui a levé la main également. Bonjour, vous m'entendez? Oui. J'ai une question par rapport à la piste. En fait, on a bien un vélo homologué, c'est-à-dire que l'année où on l'a acheté, il était bien sur la liste UCI. Par contre, la marque n'a jamais mis le macaron. Est-ce que si je me présente avec ma facture et plus la liste de l'année UCI, je serai pas recalé ou je serai quand même recalé? Thibaut. Ouais, c'est une très bonne question. Parce que plus précisément, c'est Allworth de chez Planetix et il l'avait bien référencé l'année où je l'ai acheté. Mais ils n'ont pas mis le macaron sur la borne. Donc si le vélo a été produit avant 2011, Ouais. si le cadre a été produit avant 2011, ces procédures justement d'homologation n'étaient pas encore en place. Donc si nous, on arrive à déterminer que c'est possible que le vélo soit produit avant 2011, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est normal qu'il n'y ait pas de label, d'étiquette. Par contre, s'il venait à être produit après coup, justement, il faudrait essayer de contacter le fabricant pour savoir si c'est possible justement que lui place ce label. Ils font plus ce modèle en plus. Ouais, je pense que ça va demander de la compréhension de la part des commissaires qui seront présents. Mais au niveau C'est vrai réglementaire, qu'on est master, mais on n'est peut-être pas très important. Mais bon, voilà, j'aimerais pas être calé sur un championnat du monde juste pour une histoire comme ça, quoi. oui, non, il n'y a pas d'importance ou de plus important. Ici, il y a une réglementation et donc ça va dépendre toujours de qui va appliquer la réglementation et comment. Stricto sensu, on demanderait que la pastille soit sur le cadre. Sinon, ça va demander justement au commissaire sur place de jouer les Sherlock Holmes et essayer de comprendre justement si le vélo qui est sur la liste sera le même que celui que vous présentez. Eux, ils n'ont pas toujours ces informations-là. Donc, il faudra bien que je produise la facture. Ça pourrait aider et je ne suis pas sûr que ça soit toujours suffisant. Donc, c'est vraiment une question un petit peu compliquée pour vous, j'ai l'impression. Suzanne, oui, est-ce que tu peux me donner en fait la marque du vélo et à ce moment-là, je ferai remonter la problématique aux collègues arbitres. Surtout qu'on est plusieurs à l'avoir. En fait, on l'avait acheté chez Planetix et c'était leur haut de gamme qu'ils appelaient Old Worth. C'est un vélo qu'on voit sur la piste souvent qui est orange avec la marque en bleu. Je te passerai les informations, Morgane. Je propose, super, on va passer, on a d'autres questions, donc merci Suzanne, Merci on va beaucoup. passer à, Au revoir. on a Johan Couret qui avait une question également, et puis après je passerai la parole si Gilles il a réussi à se reconnecter. Johan. Bonjour.
la hauteur de 10, 12 ou 14 suivant la catégorie par rapport au repose-bras et le haut des prolongateurs, est-ce qu'elle est avec la mousse comprise ou sans la mousse? Encore une très bonne question. Merci, merci beaucoup pour cette question. On va dire qu'il doit y avoir euh, une épaisseur, comment dire, qui soit pas extrême. On va dire, on avait parlé avec Laurent lors du dernier séminaire pour commissaire technique d'une épaisseur de, je pense qu'on a dit 5 mm. Si cette épaisseur venait à être de 1 cm ou exagérée, etc., le commissaire aura le droit d'enlever justement la mousse. Toutefois, les équipements de mesure qu'on a actuellement ont justement une forme qui permet d'aller justement pincer un petit peu et rentrer un petit peu dans la mousse. Donc en général, il n'y a pas besoin d'enlever la mousse, mais sachez que le commissaire est en droit d'enlever justement la mousse avant le contrôle. Ok, merci de l'info. Ensuite, est-ce que Gilles, tu as réussi à remettre ton micro? Oui, ça y est, vous Allez, m'entendez vas-y, maintenant. Voilà. posez- J'ai un peu voilà. de mal à l'ouvrir, mais c'est ouvert. Bonsoir. Je voulais simplement vous poser une question sur un point qu'on n'a pas abordé sur la route, c'est le contrôle de l'inclinaison des poignées de frein. Est-ce que les normes actuelles vont rester ou est-ce qu'il y a du changement dans l'air au niveau de l'UCI? Je pense que... Oui, merci pour la question, Gilles. Cette réglementation, elle avait été mise en place pour justement laisser du temps à l'industrie de venir avec justement des guides d'instruction qui seraient plus clairs. Donc, le but ici, nous, on est en discussion avec l'industrie pour que chaque fabricant de groupe 7 puisse ajouter à ces guides d'instruction les normes recommandées et qu'ensuite, après, on ait juste à se référer justement à ces instructions. Comme ça, chacun aura, entre guillemets, son guide qui sera spécifique à sa marque. Pour l'instant, on est encore en attente d'arriver à ce point-là. Donc, on va continuer avec la réglementation en vigueur des 10 degrés et la façon de l'appliquer. Donc là, les équipements de contrôle que vous avez pu voir au cours de cette année seront les mêmes qui seront utilisés l'année prochaine. D'accord, oui, c'était surtout ma question, savoir si les gabarits qu'on pouvait avoir pouvaient encore servir Oui, quelque temps. ce Merci sera toujours beaucoup. le cas. Avec Merci. plaisir. Merci pour la question, Gilles. On a une question ensuite de Monsef Bouroubi. Oui, bonjour. Soir. Moi, c'était par rapport à l'homologation, la vérification de l'homologation des roues, vu qu'il n'y a pas de pastille et que les roues, il y en a une pelletée. Oui, ça, vous pourrez aller vous référer à la liste des roues qui est publiée. Et donc là, justement, on va aller regarder le modèle pour le commissaire. S'il a des questions, il pourra aller voir justement sur Internet, étant donné que toutes les roues doivent être disponibles dans le commerce. En tapant le nom du modèle et le nom de la marque, il pourra justement retrouver sur Internet la roue s'il a des questions. En général, il y a un petit peu moins de contrôle au niveau des roues, bien que s'il y a justement une roue qui serait suspecte pour un commissaire, il va justement pouvoir aller se référer à cette liste des roues homologuées et ensuite mener son enquête s'il a des questions. Ouais. Ok. Vous avez Laurent qui a mis dans le fil de discussion de Teams le lien vers la liste des modèles homologués de kit cadre et peut-être qu'on le fera ultérieurement pour les roues. Deuxième question, Monsef. Oui, c'était à partir de quel niveau de compétition on commence à être ultra pointilleux comme ça? Parce que... Alors théoriquement, la réglementation, en Oui. fait, elle s'applique à tous les niveaux. Par contre, Fonctionnement. peut-être, je ne sais pas si peut-être Morgane ou Laurent vous l'exposez, c'est-à-dire que c'est pas on va dire le même niveau de tolérance effectivement à tous les niveaux, à une compétition régionale, mais en théorie, la réglementation s'applique bien à tous les niveaux. Oui, je confirme, hein, effectivement, elle s'applique à tous les niveaux et c'est juste un respect de l'adversaire, hein, d'être dans les normes aussi. Il n'y a pas de raison que certains passent des heures à essayer avoir un vélo bien réglé et conforme à la réglementation, et puis que d'autres arrivent un petit peu en dilettante et qu'on puisse tolérer qu'ils partent avec des vélos qui soient mal réglés. Il y a juste le niveau de tolérance qui évolue
peut-être un petit peu sur les jeunes catégories, où là, on fait vraiment de l'information, mais l'information passe et rassurez-vous, on communique très bien entre nous. On a un groupe matériel en France qui est très soudé et l'information passe très vite pour savoir que la tolérance qu'on a pu accorder à un coureur sur une épreuve, bah, il ne l'aura pas le week-end suivant sur une autre épreuve. Merci pour les précisions. On a une question d'Alain Philippe. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, c'est pas une question, c'est simplement une information que je voulais vous donner. Donc avec Anne-Marie Ladré qui est à côté de moi, il faut savoir qu'à partir de 2025, nous sommes les deux référents pour le paracyclisme en France au niveau donc de la FFH, sachant que la FFC n'a pas souhaité continuer son partenariat. Enfin, la FFC, c'est le secrétaire qui nous a mis un peu les bâtons dans les roues, pour être exact. Donc, à partir de maintenant, donc, avec Anne-Marie, nous sommes les deux référents pour le paracyclisme. Et dorénavant, sur les courses paracyclisme, il faut passer par nous pour les désignations. Pour les désignations. Voilà, donc je voulais que vous le sachiez. Si besoin est, je peux vous faire passer donc, notre numéro de téléphone. Et Je pense que Alain, vous le ferez avec les bonnes personnes qui sont corps arbitral. Je pense que c'est pas le sujet et pas l'enjeu de ce webinaire-là oui, mais ici. Je voulais quand même que vous le sachiez. Mais c'est très bien, merci. Je pense que là, on va continuer juste à répondre aux questions des quelques personnes qui ont encore des questions sur des aspects très pratiques. Nous, là, on est vraiment dans un objectif d'information des éducateurs, des arbitres, des athlètes qui puissent bien respecter la réglementation. Pour les questions de désignation. Oui, pour les questions de désignation des arbitres, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore des mains levées? Je crois qu'il y a Evaldas tout à l'heure qui posait une question dans le fil de discussion. Les oreillettes sur la route pour le contre-la-montre. Est-ce que tu veux préciser un petit peu plus la question, Evaldas? Je vois que tu es connecté. Bonjour à tous. Oui, vous avez dit qu'en fait, ce n'est pas autorisé d'avoir les compteurs sur les textiles. Mais en général, les oreillettes, on met sur les textiles. Et maintenant, même souvent, on met les oreillettes devant, pas derrière. Si ça va être toujours autorisé ou pas? Merci beaucoup pour la question. Alors, pour préciser, donc, on avait parlé d'éléments non essentiels qui seraient interdits, comme par exemple le compteur qui pouvait être placé autre part. La radio fait partie des éléments qu'on considère comme essentiels. Donc, vous avez le droit de placer la radio en dessous justement de votre combinaison parce que c'est nécessaire de la placer à cet endroit-là. Ça peut être placé à l'avant. Toutefois, faites très attention si vous venez à utiliser quelque chose pour justement enrober ou enrouler cette radio pour protéger la radio. Si le commissaire définit que cette pochette qui est utilisée, ou alors on a vu des coureurs utiliser vraiment des serviettes entières pour enrouler la radio, dans ce cas-là, ça ne sera pas autorisé. On demandera aux coureurs de placer uniquement la radio. Donc faire bien attention. La radio est autorisée, mais ce que vous allez utiliser avec pourrait ne pas l'être. Donc utilisez juste un petit sac pour justement garder l'étanchéité, mais n'essayez pas d'augmenter la surface ou le volume de la radio. Merci. Merci. On a une question ensuite de Baptiste. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question à propos, donc pour revenir un peu au début par rapport aux cadres, notamment des cadres qui sont à la fois partagés dans les gammes par les fabricants entre triathlon et contre-la-montre, et du coup qui présentent des appendices, c'est comme ça que c'est repris dans la réglementation, des appendices qui seraient considérés comme supplémentaires, mais qui dans certains cas sont support, par exemple, de batterie DI2 ou de choses comme ça, de savoir à quel point il peut y avoir contrôle sur ces pièces-là, sachant que ça dépend des manuels de cadre. Voilà. Ça, c'est une bonne question. Ça va être un petit peu précis. C'est vrai que tous ces appendices, etc., tout ce qui pourrait être utilisé ou non avec ce kit cadre,
doit en principe être homologué par le fabricant auprès de l'UCI. Donc toutes ces additions ou tout ce qu'on peut enlever du cadre doit être vérifié. Donc c'est vrai que en principe, ça peut être un petit peu complexe pour les commissaires de vérifier ça parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance de ce qui a été homologué ou non. Mais c'est justement à notre niveau de partager les informations avec les commissaires et les différents commissaires techniques pour ensuite qu'ils aient une bonne compréhension de ça. Mais peut-être que oui, justement, essayer d'avoir une confirmation de la part du fabricant que le modèle utilisé dans une telle configuration est conforme aux normes UCI, avec justement des mesures si nécessaire. Mais c'est vrai on est dans un cas un petit peu spécifique de vélo qui pourrait être utilisé, qui pourrait être à la fois conforme et non conforme selon les différents accessoires. Merci. Merci Thibaut pour la réponse. Alain, Suzanne, vous avez encore votre main levée, donc je suppose que c'est encore de tout à l'heure. Si jamais ce n'était pas le cas, je vous invite à rouvrir votre micro. Non, c'est bon. Oui. Pardon Alain, oui, encore une question. Oui, une petite question. Je reviens toujours un peu au paracyclisme parce que c'est un peu mon dada, on va dire, quelque part. Il arrive que sur des contre-la-montre, on ait des coureurs donc, qui sont très peu handicapés, mais qui sont en classe C5, C4, donc avec des handicaps pas très lourds. Comment ça se passe au niveau de leur vélo, à la mesure où ils n'ont pas forcément la même position que d'un coureur, on va dire, valide? Est-ce que la question s'est déjà posée? Oui. Oui, Vas-y, Emmanuel. Thibaut. Non, Ok. j'ai pas cette information en fait. Donc le coureur sera mesuré tel que la réglementation classique, entre guillemets. Juste si le coureur a besoin d'une adaptation de la réglementation technique, il devra justement aller auprès des classificateurs pour obtenir cette adaptation. C'est le cas, je sais très bien, dans le paracyclisme, il y a des coureurs qui ont justement le bec de selle qui est au-delà du zéro, donc de l'axe du boîtier de pédalier. Et donc ça, justement, il y avait dû y avoir une adaptation spécifique par rapport à cela. Donc s'il y a vraiment un besoin physiologique pour que la réglementation technique soit modifiée, ça doit être vu par des classificateurs. Ok, d'accord. Donc, mais ça veut dire que sur une course cycliste hors paracyclisme, il faut qu'il présente son document de classification. Mais oui. Dans le cas où il courait justement avec les valides, je vois pas de raison d'utiliser une position qui serait différente. Ouais, Ah bon. je pense. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, je vais répondre moi à la question de Jérôme dans la conversation on tâchera de rendre disponible le PowerPoint qui vous a été présenté, l'enregistrement de ce webinaire. Je ne sais pas encore vous dire à quel endroit ce sera accessible. Voilà, on s'est décidé un petit peu tardivement, potentiellement sur un espace du site de la fédération. Je ne sais pas encore vous le dire, mais on réutilisera les mêmes canaux de transmission de l'information que celle qui a été faite pour ce webinaire. En gros, voilà, on utilise transmission des mails par le réseau des collègues du corps arbitral. Ça a pas mal diffusé. Vous étiez assez nombreux ce soir. Et donc, pour vous indiquer où seront ces informations ultérieures, dans tous les cas, vous l'avez à l'écran. Les documents sources vraiment importants, hein, c'est ceux que vous ont présenté Thibaut tout à l'heure. Donc, on retrouve soit dans le règlement avec tout d'abord la partie 1 et ensuite dans tout le chapitre matériel. Si vous n'avez pas accès à ce QR code, vous tapez sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, matériel UCI, vous avez de grandes chances de tomber sur la page matériel de l'UCI où vous avez tous les éléments d'information, surtout le guide de clarification du règlement technique. C'est une vraie Bible, on y trouve quasiment toutes les informations dont on a besoin pour répondre à toutes les questions là qu'on vient de poser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers ce document dès que vous avez un moindre doute. Moi, j'y vais très régulièrement. Et c'est très, très bien fait. Donc, je vous invite à faire de même très longtemps à l'avance et pas attendre le vendredi pour le contrôle à montre du samedi matin.
vous pouvez le faire dès maintenant et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire assez tôt. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter un élément. Il est maintenant. Oui. Voilà. Emmanuel, tu parlais du guide de clarification. Il est important aussi de savoir que tous les guides qui sont sur le site UCI font office de règlement. Voilà. Donc, le guide de clarification est vraiment l'outil de base pour pouvoir bien travailler. Merci pour la précision, Laurent. Merci à tous. Et Suzanne, il y aura peut-être d'autres webinaires didactiques. Pour l'instant, il n'y en a pas au programme, mais quand l'occasion se présente, effectivement, on tâche de le faire. Et en tout cas, dans ce cas de figure-là ici, d'être dans une diffusion la plus large possible pour que tout le monde reçoive ce genre d'informations, qu'elles ne soient pas restreintes. Merci à tous. Merci Thibaut, merci Laurent, Merci à vous. Si je peux me permettre, dans la diffusion élargie, n'oubliez pas les dom-toms, s'il vous plaît. Et il y a même un commissaire technique. Super. Et enfin, nos formations et relayez, s'il vous plaît. Ne nous oubliez pas, c'est gentil. Vous êtes de quel endroit? La Guyane. D'accord, ok. Bon, donc on est en pleine journée là. Ah oui. Oui, allez, 15h44, ça va. Super. Merci de nous avoir suivis depuis la Guyane. Bonne soirée aux autres et puis bonne fin d'après-midi pour nos Guyanais. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.